Bonjour Bonjour à vous. Olivier. Bonjour et merci d'avoir accepté de contribuer au congrès Vers l'amour conscient organisé par l'Université de l'amour. Euh, Sabrina voulait dire quelques mots à Oui, ton alors sujet. Voilà. tu vas nous présenter donc une conférence sur l'amour qui guérit. Et tout d'abord, je voudrais te dire quelques mots sur ton parcours et puis je te laisserai compléter. Donc, tu es médecin, gynécologue, homéopathe, acupuncteur. Tu es conférencier international, chercheur, écrivain. Donc, on a lu ton livre Histoire de vie, Message du message corps. du corps. Et puis, donc, tu proposes des formations en ligne. C'est via la plateforme, on en parlait tout à l'heure, Papillon. Papillon, voilà, Ouais, c'est ça c'est ça. papillon. Et tu es à l'origine de la médecine du sens. Voilà, je ne sais pas si tu veux, j'ai oublié forcément quelque chose. Oui, je fais des formations aussi directes. C'est très important dans les temps qui courent aujourd'hui de pouvoir se rencontrer physiquement, de pouvoir se toucher, s'embrasser, se regarder dans les yeux et pas seulement à travers les zooms, même si les conférences, les vidéoconférences ont permis de maintenir un lien, mais ce lien charnel, je dirais, est indispensable à la nature humaine. Et on a cette perception qu'on a multisens dans des rencontres est absolument essentiel pour maintenir un bon équilibre psychique. C'est évident. Et je suis très heureux d'être là avec vous et de rejoindre tous vos conférenciers prestigieux pour essayer de parler de ce thème de l'amour qui est clé dans notre vie. Voilà. Et quand je vous vois tous les deux amoureux comme ça, c'est évident que c'est un bel exemple. Bon, merci. Bon. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ton parcours? Bon, en fait, très très vite dans mon histoire de médecin, mais d'abord dans mon histoire d'homme, je me suis intéressé au sens des choses. Je trouvais que par certains aspects, la vie n'avait pas assez de sens et dès ma petite enfance, je dirais, j'ai souhaité trouver plus le sens des choses et ça a été la base de ma recherche. Je l'ai d'abord cherché en médecine parce que ça m'a semblé, je me suis dit que j'allais chercher en philosophie et finalement je l'ai cherché en médecine, mais l'un et l'autre, à mon avis, sont finalement très semblables. Mais je ne l'ai pas trouvé dans les études de médecine, qui m'ont beaucoup déçu sur non pas sur l'aspect technique scientifique, qui sont très costauds, mais sur le sens des choses. Et je me suis dit que le cours le plus important de la médecine, celui qu'on devrait avoir en premier et en dernier, qui consiste à dire qu'est-ce que c'est que d'être en bonne santé, qu'est-ce que c'est que d'être malade, et à quoi ça sert d'être malade, et quelle est l'utilité et la fonction de la maladie, bah, ce cours-là, on ne l'avait pas, quoi. Ouais. Donc, j'ai essayé de le faire et de le construire et c'était la base de ma recherche et j'ai commencé très rapidement. J'ai commencé à remplacer, j'avais 25 ans, je me suis installé à 30 ans et donc ça fait 40 ans que je cherche et que j'ai essayé de mettre au point les choses. Et puis, un jour, quand je faisais un film, on m'a dit: «Mais tu vas appeler ça comment?» Bah, j'ai dit: «Bah, médecine du sens, puisque c'est le sens». Donc le mot est sorti comme ça, dans une boutade et c'est comme ça qu'est sorti ce mot médecine du sens, puis ça correspond bien à ce que je fais. Voilà. Et dans le cadre de cette médecine du sens est apparu assez rapidement, et surtout issu de ma pratique, le rôle fondamental de l'amour et des carences d'amour, des blessures d'amour, et du rôle de l'amour dans la relation à la fois thérapeutique et générale. Et c'est apparu rapidement comme étant un pilier central. Mm. Ce que j'ai noté, c'est que tu dis que le manque d'amour est à l'origine des maladies et tu dis aussi que c'est l'amour qui soigne. Donc, ça me semble vraiment particulièrement fort comme message, en particulier exprimé par un médecin. C'est très rare que j'aille chez mon médecin pour soigner une blessure d'amour. Et j'aimerais bien que tu nous en dises plus, justement, de ce sujet-là. Tu ne vas pas aller chez ton médecin pour soigner une blessure d'amour, tu vas aller chez ton médecin parce que tu vas avoir un symptôme, quelque chose qui t'embête, une maladie, et peut-être qu'en tirant la ficelle, on va se rendre compte que c'est lié à une blessure d'amour. Il y a les célèbres infarctus qui sont des maladies d'amour, qui sont en lien avec ça, mais on va le retrouver à plein d'autres endroits. On va le retrouver dans les maladies des enfants qui souffrent de ne pas être aimés comme ils sont vraiment. On va le retrouver à plein d'endroits. En fait, c'est pas quelque chose qui apparaît au premier plan. Je dirais que peut-être après un certain nombre d'années de pratique,
ça va apparaître tout de suite au premier plan. Mais d'une façon générale, ça apparaît comme une trame qui va être derrière et dont on va prendre conscience progressivement. Et effectivement, les gens ne vont pas me dire, ah, j'ai une maladie d'amour, etc. Si de temps en temps, les gens viennent en disant, j'ai un chagrin d'amour, où j'ai une émotion et je me sens pas bien. Là, on est direct au cœur de choses. Mais souvent, ça apparaît d'une façon cachée. Tu donnes un exemple dans ton livre que j'avais noté, mais tu donnes beaucoup d'exemples, hein. Je prends juste un petit extrait. Tu dis, car seul l'amour donne la vraie vie. Avant toute conception, il y a un projet, et c'est ce projet que l'enfant va appliquer. Un de ses grands défis sera de sortir du projet de ses parents pour entrer dans le sien propre. Parfois, les intentions des deux parents pour un enfant sont complètement différentes, voire opposées. J'ai souvent rencontré cela dans des situations de scoliose, comme si l'enfant tordait sa colonne pour essayer de concilier la chèvre et le chou en y perdant son axe propre. Donc là, on est vraiment au tout début, puisqu'on parle de la conception et des effets. Alors, c'est l'histoire de la scoliose, c'est très intéressant, mais c'est un exemple comme un autre. C'est un exemple comme un autre. Moi, je dirais que si on essaye de se placer au centre, qu'est-ce qui m'a amené à considérer le rôle de l'amour dans la maladie dans laquelle d'abord, c'est mon expérience quotidienne où ça apparaissait à chaque fois et finalement, quand on avançait un peu dans un travail de compréhension de maladie ou de traitement, on allait toujours forcément à un moment arriver là-dessus. Forcément, ça allait se passer. Comment ça se passe dans votre relation amoureuse aujourd'hui, mais comment ça se passe avec vos enfants, avec vos amis, comment ça s'est passé avec vos parents, et où est-ce que vous en êtes à ce niveau-là. Donc, et ça conditionne beaucoup de choses. Donc, on voit bien toutes les relations amoureuses qui fonctionnent bien sont des relations où l'amour est au centre de la relation. Ça ne veut pas dire que c'est facile pour autant, hein, mais et par contre, les relations, en fait, il y a une bonne raison pour vivre ensemble, c'est de s'aimer, et il y a toutes les autres, c'est des mauvaises raisons. Partir de chez papa, maman, avoir un statut social, faire des enfants, exister, être reconnu, tout ça c'est bien, mais c'est pas les bonnes raisons. Il y a une seule bonne raison pour vivre à deux, c'est l'amour. Tout le reste, ça va nous amener dans des trucs plus ou moins annexes. Et donc, ma démarche de base, ça a été de réaliser à quel point l'amour était central en matière de maladie. D'ailleurs, Confucius disait, je crois que c'est lui, disait, toute maladie, tout trouble commence par un manque d'amour. Et c'est tout à fait vrai. Et aussi, avec une notion que l'on voit assez fréquemment dans les relations, c'est que l'amour va guérir beaucoup de choses. Vous voyez un enfant, par exemple, qui a souffert de ne pas être dans une situation où il était compris ou aimé comme il en aurait eu besoin. Hein, je n'ai pas forcément dit pas aimé, je n'ai pas aimé comme il en aurait eu besoin. Et puis, à un moment, il rencontre quelqu'un avec qui il va s'attacher, ou un éducateur, quelqu'un qui va lui donner de l'amour, un prof, ainsi ou ça. Et d'un seul coup, hop, tout va se mettre en place, tout va fonctionner comme il faut. Et là, on dit, ah tiens, il en manquait, ça va pas, on en rajoute, ça va. Et effectivement, je me suis même posé la question, d'ailleurs, puisque Jérôme Lejeune a beaucoup travaillé sur la trisomie. Et quand je vois ces enfants trisomiques, il faut reconnaître, ils sont extraordinaires au niveau amoureux, c'est des maîtres. Hein. Ce n'est pas des intellectuels, je suis complètement d'accord, mais c'est du rap d'amour. Dans une famille, un trisomique, c'est du rap d'amour. Ils sont fabuleux. À ce niveau-là, on ne sera jamais à leur hauteur. C'est dans leur gentillesse, dans leur capacité à aimer et la simplicité, ils sont absolument fantastiques. Et puis, dans les recherches, vous savez que j'ai beaucoup travaillé sur essayer de comprendre comment ça se met en place. Et j'ai beaucoup cherché à faire le pont entre ce qui était matériel, c'est-à-dire biologique, physiologique, et ce qui pouvait être psychologique et ce qui pouvait être spirituel. Et vraiment essayer parce qu'il y a des gens qui vont vous parler de spiritualité, et puis d'autres, ils vont parler de biologie, d'autres vont parler d'amour. Et moi, ce qui me semble important, c'est de réussir à aligner les plans et de relier les plans les uns aux autres. Et c'est ça qui était important. Et je me suis bien rendu compte que finalement, si le but de la vie, c'était la conscience et la symbolisation, la conscience d'un être humain, la conscience de son objectif de vie, eh bien, le moyen fondamental de la vie, c'est l'amour. Comme si, en quelque sorte, l'amour était le moyen que Dieu donnait aux êtres humains pour leur permettre de vivre leur vie sur Terre. Effectivement. Et on le voit dans l'embryologie mis au cœur de la vie. Hein, c'est intéressant.
C'est-à-dire, de Chardin disait, nous ne sommes pas des êtres humains, des êtres faisant des expériences spirituelles, nous sommes des êtres spirituels faisant des expériences humaines. Et au milieu de ça, il y a quoi? Il y a l'amour. Et quand on regarde l'embryologie, parce que vous savez, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, vous savez que j'aime beaucoup l'embryologie, eh bien, dans l'embryologie, on a l'endoderme, qui est la partie très animale de survie, ce qu'on a chez les vers de terre, quoi. Et voilà. Et puis, vous avez le lectoderme, qui est la partie beaucoup plus psychique, intellectuelle, le cerveau, les organes d'essence, la peau, voilà. Et au milieu de ça, il y a le mésoderme, qui est la couche qui va apparaître après et qui va correspondre à l'amour, avec le cœur, les hormones, les os, les muscles, les mouvements. Et je peux survivre avec mon endoderme. Je peux penser je t'aime avec mon ectoderme. Mais si je n'ai pas un cœur pour battre, des bras pour t'enlacer, des hormones pour animer mes émotions, je ne pourrais pas manifester mon amour. Et donc, il y a là quelque chose de fondamental où l'amour est au cœur de la conception. Et quand le Christ dit Dieu est l'amour manifesté, manifesté. On voit tellement de gens qui souffrent on leur a dit, mais tu sais bien que je t'aime, etc. Mais tu sais bien qu'on t'aimait, etc. Oui. Est-ce que vous l'avez dit? Est-ce que vous l'avez manifesté? Et manifester, ça vient de la main. Et c'est ça qui est important, c'est la manifestation. Quand le Christ dit « je suis le Verbe », c'est pas pour rien, je suis la manifestation. Et le Verbe s'est fait chair. Et on est au cœur de ça. Et on le voit. Alors après, il y a eu un autre personnage que j'ai beaucoup aimé, c'était Henri Laborie. Henri Laborie, personnage très important, c'est un peu le papa des neurosciences en quelque sorte. C'est lui qui nous a appris des neurosciences avec cette fameuse nouvelle grille et son autre livre aussi fantastique s'appelle Éloge de la fuite, avec les fameuses activations, fuite, lutte, inhibition. Activation, je fais pas, fuite, je me sauve, lutte, je me bagarre et inhibition, voilà. Et je me suis rendu compte en travaillant là-dessus que l'inhibition, c'est embêtant, je suis là, je suis figé, je ne sais pas comment réagir, ça ne va pas. Ce n'est pas le bon mode de fonctionnement. L'inhibition, on sait que c'est une des causes fondamentales de la maladie. C'est-à-dire qu'un enfant, il est dans une situation et il ne sait pas comment réagir, il est figé. Figé, inhibé. Et du coup, il ne sait pas comment faire, il n'apprend pas. Et la prochaine fois qu'il se retrouvera dans la même situation, voire 20 à 30 ans après, de nouveau, il n'a pas connecté ses circuits, il ne sait pas comment faire. Donc, il va se retrouver en difficulté et c'est une programmation de codage de maladie. C'est l'inhibition. Et là, c'est ce qu'on appelle une inhibition subie. Voilà. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, et à la fois, quand je connectais à la fois ce que je découvrais en embryologie sur le rôle de l'amour et ce que je découvrais dans Henri Laborie, je me suis rendu compte que l'inhibition, on a deux types d'inhibition, l'inhibition protégée et la non protégée. La non protégée, c'est ce qu'on appellerait l'altruisme. Comme Gandhi ou Nelson Mandela, c'est de l'inhibition non protégée. On ne me prend pas ma vie, c'est moi qui la donne. Et par contre, l'inhibition protégée, c'est de l'amour. Et là, je me dis, oh là là, il y a quelque chose de très important. L'inhibition protégée, c'est de l'amour. C'est-à-dire que c'est quoi l'inhibition protégée? L'inhibition protégée, c'est de dire, voilà, je vais m'inhiber pour l'autre. Alors ça, c'est très, très intéressant parce que dans beaucoup de principes de développement personnel, le grand principe, c'est je vais arrêter de m'inhiber, je vais faire comme je veux. C'est ce que j'appelle, moi, le stade Salomé, c'est-à-dire toute votre enfance, vous êtes écrasé parce qu'il ne fallait pas dire. Et puis un jour, je fais un stage avec Jacques Salomé et du coup, il n'y a plus que moi qui existe. Avant, c'est tu, et après ça, c'est moi. Bon, c'est un stade infantile. Le stade Salomé est un stade infantile qu'il faut traverser. Mais il y a un moment où dire j'ai envie, vous voyez plein de gens qui disent oui mais mon besoin c'est ça et moi mon besoin c'est ça. Ils se découvrent comme un petit enfant, ils sont dans un narcissisme effrayant qui empêche d'ailleurs toute forme de relation amoureuse, mais qui existe. On a l'impression, les gosses de 4 ans, quand ils servent à table, allez, tu coupes en 3, c'est comme Obélix. On n'a pas dit 3 parts égales. Et ça, c'est le stade 4-5 ans des enfants, ils sont comme ça. On leur dit, ça va, tu arrêtes un peu, il y a les autres aussi. Tu as repéré qu'il y a les autres autour de toi. D'accord? Mais ça, c'est un stade normal dans l'évolution. Mais quand on arrive au stade de l'inhibition tel que je l'ai décrit, c'est vous vous rencontrez tous les deux et vous captez bien qu'il y a quelque chose de merveilleux qui va pouvoir advenir.
Mais ce quelque chose qui va pouvoir advenir va tenir aussi au fait que vous allez peut-être inhiber certaines parties. C'est-à-dire que je rencontre quelqu'un, mais si je veux continuer à rencontrer plein de gens puis coucher avec tout le monde, ce qui peut advenir, je ne l'aurai pas. Si je rencontre quelqu'un et que mes colères, j'ai quand même envie de les sortir et mes égoïsmes, j'ai quand même envie de les manifester, eh ben, je vais tout casser. Et donc, il y a une espèce d'inhibition choisie. L'amour, c'est une inhibition choisie avec la conscience que cette inhibition choisie réciproque va générer plus, infiniment plus qu'elle ne va enlever. Hein, comme dit le Khalil Gibran dans Le Prophète, ne buvez pas à la même coupe, mais donnez chacun à la coupe de l'autre. Et donc, il y a effectivement, c'est une inhibition, c'est-à-dire je prends soin de toi, tu prends soin de moi, j'inhibe certaines parties de moi parce que cette inhibition va avoir quelque chose de plus important. Et c'est important de voir que dans les processus naturels, le processus animal est un processus qui ne s'inhibe pas. Je veux dire qu'un lion mange une antilope et un lion n'est pas criminel parce qu'il a mangé une antilope. Et quand le lion pénètre la lionne, le viol n'existe pas chez les animaux. Il n'y a aucune forme d'inhibition. Ah, monsieur Lion, vous avez violé la lionne, vous allez être condamné à 20 ans de prison. Ça n'existe pas. Ou monsieur Lion, vous avez bouffé une antilope, vous avez fait un crime. Ben non, ça n'existe pas. Donc, l'animalité pure n'a pas d'inhibition. Et l'inhibition est une maladie ou est une mode protectrice, c'est-à-dire les animaux font le mort, par exemple, pour ne pas être dévorés. Mais quand on va s'élever dans le propre de l'humain, l'apparition de l'inhibition va être très, très spécifique de l'apparition de l'amour. Vous voyez, par exemple, les mammifères, hein, les petites mamans chats ou les petites mamans chiennes, elles s'inhibent complètement pour protéger leurs petits. Elles sont complètement dévouées à. Mais ce dévouement à, il s'arrête avec la maturité. Dès que les petits sont grands, elle les ignore. Hein. Une maman chatte, quand ses petits sont grands, elle ne sait même plus que c'est ses petits. Hein. Cette sensation disparaît. Mais cette sensation, elle apparaît là, chez les mammifères, chez les oiseaux, pour protéger ses petits. La fameuse marche de l'empereur. Voilà, on a ça. Et chez les humains, ça va apparaître d'une façon beaucoup plus importante et beaucoup plus prolongée. Et on voit que là, cette apparition de l'inhibition, dans le sens le plus positif, c'est-à-dire pas l'inhibition subie qui rend malade, mais l'inhibition choisie ou l'inhibition offerte. Et quand vous avez un enfant, par exemple, il pleure la nuit, vous savez ça, hein, c'est les nuits des jeunes parents, c'est pas toujours évident. Et vous choisissez d'inhiber votre besoin de sommeil pour faire à votre enfant le cadeau de lui offrir votre disponibilité pour lui permettre de grandir et de dépasser ses peurs, ses angoisses de bébé, etc. C'est une inhibition choisie et une inhibition offerte. Vous voyez, il y a même une petite plaisanterie que je fais, c'est, allez, c'est quoi la phrase d'amour que les femmes préfèrent entendre? Ah. Je te Les femmes désire, préfèrent entendre. C'est toi qui dois répondre, pas moi. quelle sensibilité, quelle subtilité, tu remplis ma vie, voilà, c'est quoi? Non, c'est pas ça. La phrase d'amour que les femmes préfèrent entendre, c'est « Dors, ma chérie, j'y vais ». J'adore. C'est moi qui passe ma vie à la réveiller avec douceur. En fait, il faut que j'arrête. Vous voyez, quand effectivement, c'est une manière de dire qu'effectivement, si vous êtes prêt. Alors, quand les gens me disent, à quel âge on peut être capable encore de faire des enfants? Moi, ma réponse, elle est très claire. Tant que vous êtes prêt à vous lever les nuits, vous pouvez en faire. Ah oui, c'est Tant ça. que vous êtes prêt, il vaut mieux que vous arrêtiez parce que ça ne va pas le faire. Vous n'allez pas leur donner ce dont ils ont besoin et après ça, ils vont terminer leur vie sur le divan des psychologues. Donc, ce n'est pas la solution. Donc là, on est au cœur de l'inhibition. Et on voit bien que cette inhibition que vous allez faire de vous-même pour l'offrir à vos enfants vont leur permettre, par exemple, dans une situation où ils seraient figés, vous arrivez, non, allez, tiens, on va reprendre tranquillement, on a le temps. Essaye de le refaire. Essaye de recommencer et vois ça va se passer. Ah, tu as réussi. Ah, voilà, c'est bien. C'est tellement plus facile de dire, attends, je vais faire tel essai moi-même, ça va aller beaucoup plus vite et je vais mettre tes manteaux, etc. Non, non, non. Ça, un enfant, il n'apprend pas avec ça. Je vais inhiber mon besoin d'aller vite et je vais prendre le temps pour que lui, il apprenne et que donc après,
il est pu apprendre, il est pu intégrer dans son système, et donc il va pouvoir, etc. On voit bien tous les gosses qui ont des problèmes, tous les adultes qui ont des problèmes de thyroïde, qui est l'hormone du temps et de l'apprentissage et de la capacité à dire oui, non. Eh bien, c'est parce qu'on ne les a pas laissés. Allez, dépêche-toi, on va être à l'école, il faut absolument que tu fasses ça. Et ça, on fabrique des thyroïdiens avec ça. Vous voyez, il n'y a pas qu'avec Tchernobyl qu'on fabrique des thyroïdiens. Et donc, vous voyez, on a cette notion d'inhibition. Et là, justement, parce que ça peut s'opposer aussi au narcissisme de la thérapie qui commence du moi, moi, moi. Vous voyez, il y a cette espèce de… Et là, on voit bien qu'on part du stade animal où l'animal, à part pour protéger ses petits, n'a pas d'inhibition, n'a que de la prédation. Et ça apparaît chez les oiseaux déjà, chez les mammifères. Et d'ailleurs, c'est très émouvant de voir comment les animaux commencent à s'occuper de leurs petits. Les petits-enfants adorent voir les animaux qui s'occupent de leurs petits. Ils ont les yeux qui brillent quand ils voient ça. Ils sentent bien qu'il y a là quelque chose de fondamental. Et ils sentent bien que, voilà, quand vous avez de l'autorité, moi je dis souvent aux pères, si vous voulez avoir de l'autorité sur vos enfants, comme disait Boris Cyrulnik, il faut protéger les enfants qui longent leur bébé. Pourquoi un homme a de l'autorité sur ses enfants? Parce qu'il y a un moment où il a été là pour s'en occuper quand ils étaient petits et que c'est dans leur mémoire d'enfants. Ils savent que le père était là. Et le jour où le père va dire « je ne suis pas d'accord avec ça », dans leur mémoire d'enfant, ils vont se souvenir que le père, il n'est pas là que pour faire de l'autorité, mais qu'il a été là pour aider, protéger et aimer. Et c'est ça qui donne la véritable autorité. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas vous dire à l'adolescence, espèce de vieux con, je m'en fous, quoi. Mais ça, c'est normal, en quelque sorte. C'est la désinhibition. C'est la désinhibition. Et on voit bien qu'on a un continuum entre l'animal, l'apparition de l'inhibition chez les humains, pour arriver jusqu'au maximum de la spiritualité, le Christ qui accepte de donner sa vie. Alors, attention, entendons-nous, on n'est pas dans du sadomasochisme, on va se trouver sur une croix, c'est super cool, les mecs, on va souffrir et tout, c'est bien. C'est pas du tout ça. C'est la capacité à un moment à dépasser un cran. Vous voyez, quand on voit, si on parle un peu de spiritualité, quand on voit dans l'Antiquité, avant, il y a les dieux méchants, vengeurs, et voilà. Et puis, à un moment, va apparaître une autre forme de spiritualité avec le Christ. C'est-à-dire que quand Pilate lui dit il paraît que ton père c'est le roi et que tu es Dieu et que tu peux tout faire, tu as comme montre-nous si tu es. Alors on pourrait dire dans tous les rêves de films de super-héros, oui, je vais tout balayer, pense Pilate et les Romains, je vais tout balayer. Circuler, il n'y a rien à voir, on se retrouve 4000 ans en arrière. Voyez, et là, il y a une clé de bascule absolument fondamentale dans l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce qui fait basculer? C'est-à-dire, à un moment, il y a un mec qui dit, bon, ok, on va arrêter de dominer, je vais vous montrer ce que ça fait l'inhibition. Et non seulement l'inhibition, mais là, l'autre point clé qui est la responsabilité. C'est-à-dire, non seulement je m'inhibe, mais j'accepte de prendre la responsabilité de quelque chose que je n'ai pas fait. Et à ce moment-là, on renverse complètement. Et on passe un cran encore. Et on voit qu'avec… c'est pour ça qu'on voit comment dans l'embryologie, on a ça. Parce que vous voyez, dans l'embryologie, bon, toutes les spiritualités nous ont dit, nous sommes un corps d'animal et une âme divine. Et moi, j'ai envie de dire, oui, mais montrez-moi, c'est où? C'est là, c'est ici, c'est là, je ne vois pas bien, expliquez-moi. Hein, mais dans l'embryologie, bon, on le voit, il y a l'animal, il y a l'âme, et puis il y a le cœur. Entre les deux, donc c'est marqué. Après ça, tout est mélangé. Mais tout est simple avant d'être compliqué. Et puis à un moment, tout sera compliqué avant de redevenir simple. Et vous voyez, et on voit, quand on voit apparaître l'amour, là, c'est vraiment au cœur. Quand on voit l'inhibition, c'est vraiment au cœur. Et quand on voit la thérapie, où souvent, c'est essayer de reprendre ça. Allez, ok, ça n'a pas été. Bon, on essaie de reprendre autrement. Et si à un moment, tu arrives à trouver dans ton cerveau, dans ton cœur, dans tes émotions, un chemin qui va te permettre de revivre ça en ayant trouvé ta solution, alors là, la prochaine fois que ça va se produire, tu ne vas pas te retrouver en inhibition figée, c'est-à-dire en inhibition subie, et tu pourras agir et trouver ta solution. Et la thérapie, c'est beaucoup ça. Mais ça doit se faire avec… voilà. Lacan le disait bien, mon ami Willy Barra, le grand psychanalyste qui est décédé il y a une dizaine d'années, sortait un texte comme ça où il disait le génie de Freud, c'est pas l'inconscient, c'est le transfert. Après ça, le reste, avec sa deuxième topique, il a tout foiré, Freud. Et c'est devenu un gros pervers. Mais il a fallu Alice Miller et Dolto pour rétablir les choses. Mais le grand génie de Freud, c'est le transfert. Comment le transfert est le rétablissement d'une relation amoureuse qui va être utilisé sainement
pour amener quelqu'un à retraverser ses inhibitions figées grâce à une inhibition offerte comme cadeau et qui va lui permettre de trouver des solutions pour que la prochaine fois, il ne soit pas figé et qu'il ait son moyen à lui d'action et de réussite. Voilà ce que je pourrais dire. Voilà comment ça m'a amené à ça. Oui, moi, je m'interroge sur un autre point, c'est sur le fait que tu t'appuies sur l'évolution des espèces pour en fait décrire l'apparition de la sexualité, puis de l'amour. Et j'aimerais beaucoup t'entendre parler de ça. Oui, alors, bon, si on prend l'histoire de la vie, 4,3 milliards d'années, création de la Terre, 4,1, 3,9 milliards d'années, apparition des premiers êtres vivants que sont les bactéries, et puis ces fameuses bactéries, c'est marrant, et ces fameux microbes qui font très peur à tout le monde. Je dis en plaisantant, vous êtes tous des microbes qui avaient réussi, que nous sommes tous des microbes qui se sont associés pour créer une société, la première cellule, et les êtres vivants. Et puis on continue, on crée des êtres unicellulaires, puis pluricellulaires, et puis toute la chaîne des espèces, les unilatéraux, les bilatéraux, etc., toutes les radiaires et tout, on va jusqu'à arriver au stade des ovipares, des cartilagineux, puis des osseux, et puis l'apparition des formes mammifères extra-aqueuses, sorties de la mer, et puis des formes humaines. Bien. Mais il y a au départ, la reproduction se fait par ticiparité. Ticiparité, c'est-à-dire qu'on se coupe en deux pour se reproduire. Le ver de terre, vous le coupez en deux, il se reproduit. Donc c'est une reproduction comme ça, qui est ce qu'on appelle autogame. Mais il n'y a pas d'hétérogame. Et puis, à un moment, va apparaître, il y a à peu près 300 millions d'années, c'est un peu progressif, disons qu'entre 300 et 200 millions d'années, il va se passer qu'un des deux chromosomes X va commencer à évoluer. Là, un fameux GRCR, je ne sais plus combien, va se transformer en gène plutôt Philadelphia, ou jeune fille, qui va être le gène du masculin, et un peu à la fois ce chromosome X va commencer à se modifier, à diminuer sa taille, pour devenir spécifique de ce qu'est le masculin. Vers environ 20 millions d'années, le système est stabilisé, il n'y a plus d'évolution du chromosome Y, et on est sur l'apparition d'un masculin et d'un féminin. Et là, on a quelque chose de très important parce que c'est le début, le véritable coup d'envoi de la grande évolution de l'histoire vivante. Jusque-là, on se reproduisait et on apprenait relativement peu puisqu'on apprenait ce qu'on avait appris, on transmettait à ses enfants, etc. Il n'y avait pas de croisement et d'échange. L'apparition dans la sexualité fait qu'il y a en permanence des croisements et des échanges. Et que donc, chaque rencontre, c'est une rencontre avec du différent, et c'est un défi de nouveau à chaque fois. Donc, c'est chaque fois la découverte d'un nouveau monde, d'un nouvel univers, d'un nouveau pays, d'un nouveau continent. Et l'apparition de la sexualité est le véritable début de l'évolution. D'ailleurs, il suffit de voir la difficulté qu'ont les gens d'être en couple pour comprendre que c'est un super défi à chaque fois, parce que c'est un continent nouveau. Alors, on dit que les femmes sont des continents inconnus, mais pour les femmes, les hommes sont aussi souvent des continents totalement inconnus, il faut reconnaître. Hein. Si les hommes ne comprennent pas souvent les femmes en comprennent rarement aussi les hommes. Ce n'est pas si évident que ça m'amuse toujours beaucoup cette histoire. Et donc, l'apparition de la sexualité va poser à la fois le différent et va poser la rencontre du différent comme étant une voie obligée de passage pour la vie. C'est-à-dire, en gros, Dieu qui est un peu coquin, il se dit, bon, on va créer deux formes différentes et on va les obliger à se rencontrer pour se reproduire. Même si aujourd'hui, les nouvelles lois de bioéthique voudraient qu'on arrête ça et qu'on se reproduise, ce qui est d'une folie absolue. Alors là, je veux dire, mais donc, si on enlève ce principe-là où on pourrait se reproduire dans le même sexe sans ça, qui doit rester totalement annexe et marginal, eh bien, globalement, il y a une nécessité de rencontrer l'autre. Et donc, avoir inscrit dans la biologie la nécessité de la sexualité est absolument essentiel pour l'évolution des êtres humains. Ça, c'est la première chose. Et avoir mis dans le bidule, dans le mélange, le plaisir et l'orgasme, et le moteur qui fait « je vous mets dans l'obligation de rencontrer l'autre »,
mais il y a une petite pochette surprise qui fait qu'il y a le plaisir et l'orgasme dedans. Les animaux vont le capter, l'orgasme. On voit les animaux qui ont des orgasmes pendant l'acte sexuel. Mais les humains, ils vont le capter aussi. Alors, tout est fait dans les êtres humains, hommes et femmes, pour être attirés par l'autre sexe. On va pouvoir voir aussi comment ça se place, comment ça se met en place, cette attirance vers l'autre sexe, et comment elle est, je dirais, saine, positive ou malsaine en quelque sorte, ou ne fonctionne pas bien. Mais c'est une obligation qui est posée, un mécanisme de survie. Avoir mis le germe de l'amour dans un mécanisme de survie est d'une rare intelligence. Il y a un petit proverbe qui dit « Accordez à Dieu la perfection, il vous sera donné bien des réponses ». Je me dis qu'il est quand même hyper doué, ce mec. Il est capable de faire un truc pareil, quand même. Bon, c'est pas pour rien qu'on l'appelle Dieu, quand même. Hein. Avoir été capable de mettre le truc comme ça, c'est quand même, c'est divin, quoi. Faut le dire. Faut le dire. Donc, il y a une nécessité de reproduction qui est apparue pour obliger à mélanger chaque fois et faire un défi pour apprendre infiniment plus vite. Et en plus, dans le truc qui n'est pas forcément une évidence et qu'on pourrait dire non, finalement, moi, j'ai pas envie, je vais pas y aller, ça m'intéresse pas, je vais essayer peut-être de rester entre nous parce que c'est plus facile. Non, non, c'est une obligation. Non seulement ça, mais il y a les hormones qui agissent, il y a l'attirance, etc., qui fait non, 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 tu vas quand même. D'ailleurs, tu as vu, c'est marqué dedans, tu peux pas faire autrement, faut y aller. Bon, bah d'accord, je vais y aller. OK. Et puis, ah, finalement, c'est super bon, etc. Ah, bah c'est ça. Puis, ouais. Et vous voyez, je rigole un peu, mais c'est quand même ça la mécanique amoureuse, en fait. Et puis j'ai ça, ah, etc. Ah, on a fait le mot ensemble, c'est bien, mais ah oui, mais il y a eu un truc, il y a eu, ah, il s'est passé un truc. Vous savez, c'est un peu le Monsieur Plus de Balzen là, qui fait le petit truc supplémentaire. Ah oui. Vous vous accouplez et hop, hop, orgasme, tac. Et vous pensiez que juste vous alliez satisfaire un besoin basique, et puis tac, ça vous a monté un truc plus haut. Et vous vous retrouvez avec ça. Et puis on recommence, tac, on monte encore un truc plus haut, et on se retrouve avec ça. C'est vachement bien foutu quand même. Donc, il y a cette élévation qui, au début, c'est juste un plaisir, on s'amuse, c'est bien, j'ai bien joui, c'est bon, ça va. Et puis, un peu à la fois, toc, 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 comme si l'élévation est inscrite physiologiquement dans le corps. Alors, il y a ceux qui ne vont pas vouloir l'avoir. Il y a ceux qui vont l'utiliser uniquement pour avoir un bon petit coup de plaisir, et puis voilà. Et puis, il y a ceux qui vont l'entendre et qui vont à la fois monter, 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 monter. C'est-à-dire qu'on voit bien comment l'inhibition permet d'avoir un chemin d'évolution vers une fonction plus spirituelle, mais la sexualité est conçue de base avec cette idée-là. Je pense qu'elle a été conçue comme ça, et c'est en ce sens-là que c'est absolument génial. Tout est fait pour un générateur d'orgasme qui est un générateur de transe d'élévation. Durkheim disait il y a 4 orgasmes. Hein. Il y a l'orgasme de la nature, il y a l'orgasme artistique, il y a l'orgasme amoureux, et il y a l'orgasme mystique. Et c'est plutôt les extases qui vous font sortir de la stase, qui vont vous élever. Et effectivement, il y a une extase artistique, c'est clair. Il y a aussi une extase de la nature. Quand vous promenez, vous voyez au printemps les bourgeons qui sortent, c'est fabuleux, quoi. Moi, je suis en transe quand je vois ça. Voilà, c'est fantastique. Mais il y a aussi cette extase amoureuse qui est juste avant l'extase mystique. Et les deux vont pouvoir se réunir. Et moi, je trouve que c'est super bien foutu que ce soit inscrit dans notre corps et qu'on ait à l'intérieur de nous tous les mécanismes, toutes les échelles de Jacob, tous les trucs qui vont nous permettre d'évoluer. Et ça, dans ce sens-là, c'est super bien fait. Voilà ce que je voudrais dire. Alors, si j'ai bien compris, et tu me corrigeras si je me trompe, on a pendant plusieurs centaines de millions d'années des organismes unicellulaires qui ont besoin de personnes pour se reproduire. À un moment donné, l'évolution fait que les organismes ont besoin d'une sexualité pour créer un troisième organisme. Et c'est là qu'apparaît l'amour. Et en plus de ça, le corps est fait pour faire circuler cet amour. Mais qu'est-ce qui fonde le choix du partenaire sexuel et amoureux? Ah oui, oui, alors ça, c'est quelque chose qui est aussi très, très intéressant. Ça. Alors, les animaux, eux, c'est pas compliqué. Vous regardez, il y a les danses nuptiales. Hein, il y a d'ailleurs, c'est intéressant, chez les animaux, c'est souvent le mâle qui est paré de tous ses attraits, Ouais. et
pan qui fait le beau. La femelle du pan, elle n'est pas très sexy, quoi. Elle n'est pas excitante. Le mâle, là, avec son truc, là, il est magnifique. La lionne, elle n'a pas tout son panache. C'est le lion qui a son panache. Vous voyez, chez les animaux, c'est intéressant, c'est souvent le mâle qui est paré de tous ses atours. Mais c'est-à-dire que les animaux ont bien compris que c'est la femelle qui choisit. Donc la femelle, elle fait son marché, elle va voir les plus beaux spécimens. Elle choisit le plus beau spécimen et elle donne le feu vert. Parce que, je dis, il n'y a pas de viol chez les animaux, parce qu'une femelle qui n'a pas envie d'un mâle, eh ben, elle va envoyer des messages tels qu'il ne viendra jamais. Et elle va le repousser régulièrement et lui, il n'insistera pas. C'est clair. Donc, elle va s'offrir au mâle qu'elle considère le mieux. Et le mieux, c'est quoi? C'est celui qu'elle a capté par l'intermédiaire de signes extérieurs comme étant génétiquement le plus favorable. C'est-à-dire celui qui va donner la meilleure reproduction génétique. Les animaux, c'est ça. C'est la meilleure reproduction génétique. Et d'ailleurs, les danses amoureuses dans la nature, ça fait partie des choses les plus belles qui soient. Il y a plein de films animaliers là-dessus. C'est fantastique quand on regarde ça. Ça émeut comme on peut être ému de voir un petit animal un animal s'occupe de ses petits. C'est très émouvant. On sent qu'il y a quelque chose là de très important. Alors, chez les humains, j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose du même ordre. C'est-à-dire que depuis la nuit des temps, les hommes et les femmes se sont repérés sur des critères assez précis. Les femelles ont toujours considéré qu'un homme musclé et costaud était un garantie de ramener à manger pour nourrir ses petits. Donc les femmes, depuis la nuit des temps, ont été attirées par des hommes forts, parce qu'elles savaient qu'ils allaient pouvoir les protéger et qu'ils allaient pouvoir ramener de la nourriture pour leurs enfants. Les hommes, eux, ont été attirés par un certain nombre de critères qui étaient des critères physiques, de forme, parce qu'ils savaient bien qu'une femme qui avait des formes, une taille et des hanches, elle avait de la réserve de nourriture pour faire des bébés. Si les femmes ont 5% de masse graisseuse de plus que les hommes, c'est ça qui les rend charmantes au niveau des formes, et elles ont des seins, des hanches, etc. Une femme on verrait les muscles sous la peau, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus attirant. Hein, alors qu'un homme, on voit les muscles sous la peau, en général, les femelles, waouh, il y a les yeux qui brillent. Alors, ça y est, c'est un bon reproducteur, il va pouvoir bien s'occuper de mes petits. Et donc, les hommes captent parfaitement bien que les femelles qui ont des formes vont être des bonnes reproductrices. Et là, je parle dans l'Antiquité, je ne parle pas aujourd'hui, même si quelque part ça existe encore là. Et ensuite, on sait que génétiquement, la beauté est le reflet de l'équilibre génétique. La beauté est le reflet de l'équilibre génétique. Ça, c'est quelque chose que l'on sait. Un patrimoine génétique harmonieux va donner des visages harmonieux. Donc, on a sélectionné les partenaires sur des éléments comme ça pendant très longtemps. Et là, je parle de sélection naturelle. Et je vais parler d'autre chose, mais il y a eu énormément de mauvaises sélections, de mauvais couplages. C'est les mariages arrangés, c'est les mariages faits pour que le patrimoine soit ci ou ça. C'est Louis XIV qui épouse l'infante d'Espagne pour des raisons politiques, alors qu'il la trouve absolument pas sexy. Quand il aura fait son devoir de lui faire quelques enfants, il arrêtera. Et elle aussi, quand elle aura fait la reproduction, elle a royalement le droit de se refuser à son époux, vu qu'elle a fait son job de reproduction. Et Louis XIV n'a plus qu'à se taire, puisque tu m'en as fait autant, c'est bon, tu as rempli ton contrat, tu as le droit d'avoir la paix. Tu peux avoir qui tu veux maintenant derrière. Voilà. Vous voyez, ça, ce n'est pas des bonnes raisons. Il y a aussi plein de très, très mauvaises raisons. C'est pour s'accoupler, il va plaire à mes parents, elle a le look qu'ils vont apprécier, elle est du même milieu bourgeois que moi, ou du même milieu social, ou prof ou ci ou ça, et ça va correspondre à ce qu'on veut. Il y a on sait bien qu'il y a plein de critères comme ça qui sont là, et ça fait que, ou bien j'étais malheureux et enfin je vais pouvoir vivre parce que je vais sortir de chez mes parents, et enfin voilà quelqu'un qui va essayer. Ça, c'est tous des critères qui sont très très fréquemment utilisés et qui ont pris la suite des critères religieux, des critères politiques, des critères sociaux, les agriculteurs qui se marient pour fusionner les terres, et ainsi de suite. Tout ça, ça ne fait que des catastrophes au niveau des enfants malheureux, des complications, des situations perverses, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des modes de reconnaissance qu'il faut bien capter
Et j'ai même un de mes amis qui fait de la préparation au mariage avec son épouse. Ils forment un couple assez dynamique depuis plus de 40 ans et ils font de la préparation au mariage. Et il a réadopté ce que je dis. Il y a des éléments qui font qu'on va capter l'autre. Alors, quand je parlais, je vous parlerai à la fin du premier regard, de l'exercice du premier regard, mais il y a plein de choses. Je vais donner un exemple tout simple. Mais c'est multisensoriel. Il y a la vision, quand on voit quelqu'un. La première fois que la personne arrive et qu'elle a l'impression de votre rétine, hein, ah tiens, ah ça me fait quelque chose, ah il y a une impression, quelle est cette impression, etc. Vous voyez comment c'est, Talleyrand disait méfiez-vous de la première impression, c'est la bonne. Et donc il y a ça, mais je vais donner un exemple très simple que je trouve très intéressant, mais il y en a d'autres organes impliqués, organes des sens, c'est les odeurs. Alors, c'est très, très important. Moi, quand un couple vient me voir et qu'il y a un problème de couple, la première question que je leur pose, ça leur semble un peu bizarre, c'est est-ce que vous aimez l'odeur de l'eau? Et alors, si la femme me dit ah, c'est vraiment un emmerdeur, mais je dois reconnaître quand même que j'aime bien son odeur, et si s'il lui dit ah, c'est quelle chieuse, mais c'est vrai quand même, j'aime bien son odeur, eh bien, là, je me dis qu'il y a quelque chose à faire. S'ils disent ah non, non, mais j'ai jamais aimé d'ailleurs, la phrase qui tue. Mais la phrase qui tue, c'est ah, il ne me respecte pas, il ne se lave pas avant de faire l'amour. Ça, c'est la phrase de mort. Si vous avez besoin que votre partenaire se lave avant de faire l'amour, changez de partenaire tout de suite. C'est mort. Hein. Si par contre, quand il ou elle rentre de son jogging, qu'il est tout transpirant, que vous avez envie de lui sauter dessus, alors là, c'est bon, ça va fonctionner. Et donc, en fait, on sait, alors il y a la fameuse expérience des t-shirts. Alors, on demande à une vingtaine d'hommes de mettre un t-shirt plusieurs jours dessus. Vous voyez ce que je veux dire? À la fin, ça sent le fauve. Hein. Et le même, comme ça. Et puis, on met les t-shirts dans des sacs blancs, en plastique opaque blanc, tous identiques, qu'on ne puisse pas les repérer. Il y a juste un code barre en dessous pour savoir. Et donc, on demande à des femmes, et on peut faire la chose en sens inverse, hein, on demande à des femmes de prendre les sacs, de les ouvrir, de renifler et de coter leurs sensations. C'est-à-dire, ah, c'est dégueulasse, ça pue, on dirait de l'urine, c'est affreux, c'est quoi ce mec? Et ah, c'est pas mal, un peu mieux, etc. Et 10, ah, c'est donnez-moi son 06 tout de suite. Ah, ça, donc, elle code de 1 à 10. Et il faut savoir que la même odeur pour certaines femmes est un nectar merveilleux et pour d'autres, c'est répulsif. Et donc, on peut voir, et après ça, quand on fait se rencontrer des gens physiquement en fonction des odeurs, eh bien, c'est très étonnant de voir que les gens se trouvent des affinités auxquelles ils n'avaient pas pensé. Et si on s'amuse après ça à faire des tests génétiques, c'est ce qu'on appelle les groupes HLA. Les groupes qu'on utilise, par exemple, pour faire une greffe d'organes, il faut que le HLA soit le plus proche possible pour être le plus semblable possible pour éviter le rejet. Donc, eh bien, quand on regarde les gens qui vous attirent au niveau des odeurs, c'est ceux qui ont le HLA le plus éloigné du vôtre, c'est-à-dire le plus complémentaire au vôtre. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Ça veut dire que vous êtes naturellement attiré par la complémentarité beaucoup plus que par le semblable. Et la complémentarité, ça veut dire que vous aurez des patrimoines génétiques où vous n'aurez pas les mêmes faiblesses au même endroit. Et d'ailleurs, dans l'éducation des enfants, l'important, c'est pas d'être pareil, c'est de ne pas avoir les mêmes défauts au même endroit. Il y en a un qui a un défaut là, il y en a un qui est bordélique, l'autre qui est psychorigide. Ok, c'est mieux que deux bordéliques ou deux psychorigides, c'est pas bon, quoi. Hein, ils vont peut-être se s'engueuler parce que ah, t'as laissé traîner encore tes chaussettes, etc. Et toi, arrête d'emmerder les gosses parce que tout n'est pas propre. On peut se marrer un petit peu et faire des boules de neige tranquille, quoi. Hein, vous voyez, c'est voilà, c'est la complémentarité. Alors, on pourrait aller loin dans ces éléments-là, mais ce qui est important de voir, c'est que tout ça, ce sont des choses qui sont à l'intérieur de nous et qui émergent. Et un des éléments les plus importants de l'éducation, ça consisterait à pouvoir dire aux enfants, mais comment on a fait pour te permettre de capter le plus vite possible dans ta vie ce qui finalement te plaisait à toi réellement. Est-ce qu'au jour de ton choix de partenaire, tu étais déjà suffisamment conscient de ce que tu aimes et surtout à l'écoute de tes ressentis?
C'est-à-dire, ah non, celui-là, je l'aime pas. Ah bah ça va pas. Ah, ouais. Ah bah j'aime bien. Mais est-ce que j'ai le droit? Ah non, celui-là, je l'aime pas. Ah oui, mais il est sympa, c'est le fils du voisin, tu te rends pas compte? Et puis ils ont fait ça, on est dans le même club et tout. Bon, bah d'accord, je vais accepter quand même de danser avec lui. Ah non, ça c'est nul, quoi. C'est nul. Et là, on va avoir des catastrophes. Vous voyez? Alors souvent, les gens, il leur faut un coup, deux coups, trois coups pour arriver à. Et on voit des gens, ils se marient et puis ils disent, ils se divorcent, ils disent, ah maintenant, je ne sais pas ce que je veux, mais je sais déjà ce que je veux plus. Oui. Eh ben, c'est très bien, on va fêter tes 15 ans. Ça, c'est l'adolescence. Je ne sais pas ce que je veux, mais je sais ce que je veux plus. Tu as 15 ans, c'est bien. Bon, ça commence. Le problème, des fois, ils ont 40 ans ou 45 ans. Ah, je sais ce que je veux plus, mais je ne sais pas ce que je veux. Bon, alors il va te falloir combien de couples encore pour savoir ce que tu veux. Oui. Et donc là, on a, et ça, c'est quelque chose qui est très important, et on le voit bien. Et après ça, on voit les couples pas assortis parce qu'il y a des somatisations, il y a des conflits, il y a des problèmes de prostate, de hanches, de genoux, de cardiovasculaires, des polyarthrites, des ci, des ça. On voit bien quand les couples sont en conflit perpétuel ou quand ils s'harmonisent bien. Et on le voit dans les somatisations, et on peut le voir, on le voit dans plein de choses. Et ça, c'est une grosse partie de mon travail qui consiste à essayer de voir au travers des somatisations où ça s'est mis et où ça s'est pas mis, quoi. Voilà ce que je voulais dire. Alors, Vous êtes mignons comme tout, tous les deux, quand on vous voit comme ça. merci. Moi, j'aimerais t'entendre sur l'enfant. Comment se fait-il que chez l'enfant, chez chaque enfant, il y a la connaissance fondamentale de ce qu'est l'amour? Les enfants, d'où ils viennent, ont la connaissance de ce fondamental qu'est la vie. Chaque enfant qui vient, c'est une âme pure qui sait d'où elle vient et qui amène avec elle la mémoire de ce qu'elle veut rencontrer et la mémoire de ce qu'est l'amour fondamentalement. Les enfants, globalement, ils ne s'y trompent pas. C'est vrai que quand on leur a appris que être aimé, c'est être battu, ou être aimé, c'est être maltraité, ils finissent par le rechercher. Mais au départ, ils ne s'y trompent pas. Au départ, ils savent exactement, ils vont le rechercher en permanence. Ils vont tellement le rechercher qu'ils vont même essayer d'interpréter comme étant de l'amour ce qui n'en est pas, histoire de se garder leurs illusions ou leurs idées. Mais moi, je pense que... est-ce que vous vous souvenez de Jean-Marie Delassus? Je sais que vous avez dans les conférences Michel Audin, qui est un grand monsieur de l'amour, et un grand homme extraordinaire à ce niveau-là. Mais il y avait aussi un homme fantastique à ce niveau-là qui s'appelait Jean-Marie Delassus et qui avait créé la discipline qu'il appelait la maternologie. Et j'ai eu l'occasion de discuter un peu avec lui quelque temps avant sa mort, et c'était un homme vraiment délicieux. Et il avait parlé d'une chose qu'il appelait le proto-regard. Et le proto-regard, c'est quoi? C'est le regard, et vous pouvez tous avoir ce souvenir-là, ou pour les gens qui vont avoir des enfants prochainement, ou des grands-parents qui vont avoir des petits-enfants prochainement, quand un enfant vient de naître, et c'est variable selon les enfants, plus ou moins intense, mais si vous plongez vos yeux dans la profondeur des yeux d'un enfant qui vient de naître, vous voyez bien qu'il vient d'ailleurs. Il y a dans les premières heures, et ça reste quelques jours, ce qu'on appelle le proto-regard, c'est-à-dire le regard de l'enfant qui sait et qui vient d'un autre monde et qui a cette connaissance à l'intérieur. Et là, comme si vous plongiez votre regard dans le regard du Christ. Il y a quelque chose de cet ordre-là, de l'enfant qui sait. Et ils arrivent tous avec ça. Alors là, on rentre dans le mystère de la vie, on rentre dans le mystère de la spiritualité, dans le mystère de la conception. Il y a une petite histoire que j'aime bien raconter qui donne une petite idée de ça. Puis j'ose raconter une deuxième après. Et la première, c'est l'histoire de l'enfant qui est au ciel et qui vient d'être modelé par l'argile par le potier, et qui est encore tout mou d'argile. Et l'ange vient le voir et lui dit, mais tu vois, tu vas venir sur terre et tu sais ce qui se passe, la vie, Dieu, le monde, comment ça fonctionne et tout, puis les parents que tu vas avoir, la vie, les épreuves, etc. Voilà, ok. Mais
comme tu vas avoir à apprendre et à transmettre la connaissance à la vie sur Terre, c'est important que tu oublies tout pour tout retrouver. Et donc, et il met le petit doigt là sur ici, c'est pour ça que vous avez tous une petite fossette, et il lui dit chut. Donc, on a tous le chute de l'ange qui est là ici, qui est au bout du vaisseau conception, d'ailleurs en acupuncture, et qui est, tu as la mémoire à l'intérieur de toi, mais si tu savais tout, ce ne serait pas du jeu. Donc, tu as quelque part en toi, dans ton ADN, la possibilité de le retrouver. Et d'où le fait de respecter l'ADN d'une façon absolue comme étant quelque chose de sacré. Tout ce qui attaque l'ADN est un sacrilège. Et tu vas le retrouver à l'intérieur de toi. Et donc, on a toute cette notion-là avec l'enfant qui vient de naître. Et il vient avec cette connaissance. L'autre petite histoire que j'aime bien, c'est l'histoire des... parce que ça, je veux dire, c'est l'entrée dans la vie. Et après ça, on va dire, il y a la sortie de la vie. Et j'avais beaucoup travaillé ça en embryologie aussi. Et l'entrée dans la trompe et la sortie avec le cône de lumière qu'on voit dans les NDE et aussi dans l'ascension vers l'Empyrée de Jérôme Bosch. Jérôme Bosch qui est un homme incroyablement inspiré. Quand on voit les dessins, on pourra en parler des heures. Il y a des dessins de Jérôme Bosch qui sont des schémas d'embryologie. C'est fabuleux. Et donc, la petite histoire intéressante, c'est deux jumeaux qui sont dans le ventre de leur mère. Et ils discutent l'un à l'autre. Et il y en a un qui est croyant et l'autre qui n'est pas croyant. Il y en a un qui dit tu crois qu'il y a une vie après la grossesse? Et l'autre il dit je ne sais pas, personne n'en est jamais revenu. À mon avis, ça s'arrête avec la fin de la grossesse et c'est tout. Et l'autre il dit non, 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 je pense qu'il y a une vie après. Oh, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, le conseil scientifique n'en a pas parlé, ça doit être faux. Vous voyez ce que je veux dire hein, ça n'existe pas. C'est pas dans la doxa, donc voilà, c'est interdit. Et l'autre il dit si, on va à un moment, on va passer dans un tunnel, et après ça, il y aura beaucoup de lumière et beaucoup d'amour avec des tas de gens qui nous attendront. Et l'autre lui dit mais c'est n'importe quoi. Personne n'en est jamais revenu, ça n'existe pas, ça, c'est n'importe quoi. Et l'autre il dit mais même qu'après, on va rencontrer notre maman. Et l'autre, il dit, mais tu y crois, toi, maman? Tu l'as déjà vue, maman? Elle est où, maman? Tu l'as jamais vue. Elle n'existe pas, maman. C'est des histoires, ça n'existe pas. Et là, tu dis, si, elle existe, même que le soir. Avant de dormir, si tu écoutes bien, tu peux même l'entendre chanter. On est là au cœur du mystère de la vie et au cœur du mystère de la manière dont les choses vont se mettre en place. Et quand on voit aujourd'hui cet horrible scientifisme dans lequel on sombre, en perdant ce mystère fondamental de la création, ce mystère de la vie que n'importe quel médecin, n'importe quel psychologue, n'importe quel parent, n'importe quel amoureux, n'importe quel enfant est capable de capter, là, on est au cœur du mystère de l'amour, qui est non pas le but de la vie, mais le moyen. L'abbé Pierre disait d'ailleurs, la vie, c'est un temps pour apprendre à aimer. Olivier, est-ce que tu peux nous dire quelque chose tu nous as beaucoup parlé de l'amour, mais est-ce que tu peux nous parler de l'amour conscient? Alors, l'amour conscient, effectivement, on a vu comment la sexualité, le réflexe amoureux intervenait dans la vie et comment il nous a portés pour arriver jusqu'où on est. Et puis, il y a un moment où on peut passer de « Ah bah tiens, je t'aime, j'ai envie de toi, et puis ça me fait du bien, ça me fait du plaisir », à se dire « Tiens, tu as vu quand même, ça fait ça, et je me rends compte de ce que ça fait, je me rends compte de comment être capable de prendre soin de mes enfants, m'inhiber. » C'est-à-dire, l'inhiber, c'est aussi prendre soin. Hein. Scott Peck disait que l'amour, c'est être intéressé à l'évolution spirituelle de l'autre. Et quand vous commencez à capter ce que l'amour peut faire sur l'autre, vous pouvez vous dire « Ah bah oui, je l'ai capté », mais plutôt que, vous savez, c'est les enfants qui disent « Je ne l'ai pas fait exprès ». Et on leur dit la prochaine fois, essaye de faire exprès de ne pas le faire. Ou essaye de faire exprès de faire la chose. Et l'amour conscient, c'est réaliser prendre conscience de ce que fait l'amour ou le manque d'amour et se dire, ok, j'ai compris, maintenant, c'est mon choix de le faire. Je me rends bien compte que quand je fais attention à toi, ça te fait du bien.
Donc, je fais ce choix de faire attention à toi. Je suis intéressé à l'évolution de l'autre. Scott Peck, il dit l'état amoureux, c'est l'effondrement des limites de soi. On ne le fait pas exprès. Ah, c'est plus fort que moi, je t'aime. Ah, j'ai besoin de te voir, de te serrer, de te faire l'amour. Ah, c'est comme ça, c'est comme ça. Ça, c'est l'effondrement des limites de soi, c'est un processus automatique. Et puis à un moment, les limites de soi vont remonter, l'égoïsme va revenir, mes besoins, mes ceci, mes cela, mes nécessités, etc. Et là, c'est le choix délibéré de dépasser les limites de soi pour l'autre. C'est dépasser les limites de soi, de son égoïsme, pour pouvoir prendre soin de ses enfants. Mais il y a aussi de l'amour dans l'amitié, c'est décider de prendre soin de ses amis aussi. Moi, je suis souvent marqué de voir que moi, ça m'arrive régulièrement de tomber amoureux d'amis. J'ai eu des relations amicales qui étaient vraiment mon grand ami Willy Barham, on s'aimait profondément. Ça amusait beaucoup sa femme d'ailleurs de nous voir comme ça. Et elle disait ah ça te lui redonne une jeunesse depuis qu'il te connaît. Et on a l'amour est aussi là dans l'amitié sans sexualité. Mais ça existe aussi. Et c'est un moment, quand vous avez conscience de ce que ça fait, vous pouvez choisir consciemment de le reproduire et de l'amplifier. Et vous pouvez y prendre du plaisir. Vous pouvez y prendre le plaisir. Saint Bernard, le grand saint, qui était le confesseur des papes, hein, disait il y a 4 manières de prier. La première, c'est au secours Dieu, je suis dans la merde, aide-moi. La deuxième, c'est ah merci Dieu, merci Dieu, merci Dieu, ah, merci beaucoup, voilà, c'est bien. La troisième, c'est bon, bah, je vais prier parce que la prochaine fois, quand ce sera là, j'aimerais quand même que tu me protèges, etc. Et la quatrième, c'est prier pour la gloire de Dieu, c'est-à-dire je vais rajouter dans le bidule de l'amour, de l'amour, de l'amour auquel tout le monde pourra se servir, de façon à ce que ça serve à tout le monde. Et c'est en neurosciences le préfrontal. Dire j'aime, non pas parce qu'il y a quelque chose, mais j'aime parce que je suis un être aimant. Et tout ce qui me passe, le contenu n'a pas d'importance, c'est le contenant. Tout ce qui passe à l'intérieur de moi, je vais rajouter de l'amour dessus. Et donc, quand vous avez compris, quand vous avez senti ça, mais quand vous avez senti ça, mais même quand vous caressez un animal, vous le caressez, il vient, il revient, il y a un échange, c'est un truc en plus, c'est pas obligé. Vous n'avez pas tapé, vous vous occupez de lui, vous lui donnez à manger, vous n'êtes pas obligé de faire ce truc en plus. Et quand vous avez pris conscience de ce en quoi l'amour, c'est ce truc en plus qui va faire du bien, et que vous décidez que ce truc en plus qui fait du bien, vous allez le reproduire et en faire encore et encore, et là, c'est l'amour conscient. Et c'est pas je vais aimer parce que je vais faire ma BA du jour et qu'on m'a appris, etc. Non, non, non. Et j'y prends plaisir. Et je prends plaisir à faire plaisir. Et c'est super. Et j'aime bien ça. Et quand je fais ça, je vois que les gens autour de moi, ils sont heureux et un bienfait n'est jamais perdu, qui vous revient. J'aime beaucoup aussi la phrase dans la Cité de la Joie qui dit tout ce qui n'est pas donné est perdu. Tout ce qui n'est pas donné est perdu. Ah, bah, je serai gentil demain. Non, 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 non. Maintenant, maintenant, maintenant. Pas demain, pas demain. C'est aujourd'hui que ça se joue. Vis tous les jours comme si tu allais mourir demain. Donne tous les jours comme si tu allais mourir demain. N'accumule pas, on voit bien les gens, la finance mondiale qui accumule pour posséder ces espèces de paranoïaques qui ne sont jamais assez riches et qui sont des pauvres en amour. Moi, des fois, je me dis on devrait créer une ONG pour aller soigner tous ces milliardaires qui sont des manques d'amour terribles, sinon ils n'accumuleraient pas autant d'argent. Vous voyez, une ONG pour sauver nos milliardaires. C'est fantastique ça. Et toute la richesse, c'est découvrir la richesse de ce qu'est d'aimer, de donner de l'amour et de recevoir de l'amour et décider de le faire volontairement. Même si, tout en validant le fait que parfois on le fait automatiquement, hein, mais que c'est bien aussi. Et se réjouir de l'avoir fait automatiquement. C'est le petit sourire que vous allez changer dans la rue avec quelqu'un, tout simplement, plutôt que de faire la gueule dans le métro. La personne à qui vous allez ouvrir la porte, la personne à qui vous allez faire un sourire. Ça, c'est de l'amour. C'est toutes ces petites choses du quotidien. C'est pas la grande chose, non. C'est toutes ces petites choses du quotidien dont vous allez saupoudrer votre quotidien et
pas comme un devoir, hein. Si c'est un devoir, c'est mort, mais comme un plaisir. Prendre du plaisir à ça. Avoir conscience que ça fait du bien et prendre du plaisir à ça. Voilà ce que je dirais. Bon, bah, c'est une, une définition de l'amour conscient magnifique. Ouais, c'est super. C'est Ouais, super. superbe. J'aime bien aussi toutes ces histoires qui illustrent à merveille à chaque fois les différentes explications. Il y a aussi beaucoup ça dans ton livre. Moi, je suis décidé à resservir l'histoire de Moïse, de Ah, Moïse et Moïse, ceux qui jouent extraordinaire. au golf. Alors là, ça, Ah oui, elle est géniale ça, je vais la celle-là. réutiliser, c'est J'adore. clair. Elle est super cette J'ai histoire. vu Moïse et le petit vieux qui joue au golf. Et elle est extraordinaire, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Super. Alors, Olivier, tu nous as préparé un atelier. Voilà, et on aimerait que tu en dises juste quelques mots pour donner envie aux personnes qui auront donc l'occasion de visionner cette vidéo, d'aller cliquer sur l'atelier que tu proposes. Alors, atelier, c'est peut-être un grand mot, exercice. Et c'est un petit exercice très simple et que j'aime beaucoup parce que je vous l'ai fait faire tout à l'heure à tous les deux. D'ailleurs, c'était très drôle. Oui. Ça correspondait bien. Et j'appellerais l'exercice du premier regard. Et l'idée générale, c'est est-ce que vous vous souvenez, dans votre relation amoureuse, la première fois que il ou elle est entré dans votre champ visuel? Bon, merci, merci Olivier Merci. pour cet exercice. Et puis, oui, tu nous as dit que tu allais proposer un lot pour les acheteurs du coffret, c'est ça? Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit exactement? Les gens qui vont venir, je propose d'inviter une personne pour, puisque ça va être lancé au mois de juin, donc une personne pour un stage, un de mes stages en présence, que dans l'année septembre-juin, septembre 2022, juin 2023. Voilà. Super. Super. Sur le programme qui sera sorti à l'époque. Voilà. Super, merci. Merci beaucoup. Beau cadeau. Ouais, de ce beau cadeau. Et puis, merci pour cette intervention qui nous a emmenés Oui. aux confins de l'évolution et jusqu'au plus profond de la matrice. C'était vraiment magnifique. Merci à vous deux pour ce que vous faites. Le monde a besoin d'initiatives comme la vôtre. Et le travail que vous faites aujourd'hui, il est important, il est stratégique pour l'avenir de l'humanité. Il est essentiel, je dirais, pour l'avenir de l'humanité. Et dans ce sens-là, bravo et merci à vous. Merci pour ce message. Merci Olivier.